Bonjour, c'est un plaisir pour moi de lancer la première conférence d'ouverture avec l'ambassadrice Jacqueline O'Neill. Avant de le faire, j'aimerais vous présenter les deux autres participants à cette séance. Le doyen de la Faculté des affaires publiques, la Dr Brenda O'Meara, va nous présenter l'ambassadrice. Dr O'Neill a été nommée au cours de l'été pendant la pandémie. Elle a débuté seulement le 1er octobre. Alors, ça fait partie de notre initiation, notre processus d'initiation pour son baptême du feu. Elle a aussi un poste comme professeur de sciences politiques. Sa recherche s'attaque à plusieurs sujets comme le comportement politique et le comportement en matière de genre, surtout centré sur le Canada. Sa recherche a examiné les genres et les recherches dans le rôle de l'identification comme féministe pour appuyer l'appui pour la souveraineté parmi les femmes du Québec. C'est drôle parce que pendant la séance, il y a quelques minutes, nous parlions du Québec et de Poutine et comment j'étais un peu tard pour y arriver. Elle a gagné plusieurs subventions et de fellowship pour les femmes et la société de l'Université de Calgary. Elle a été aussi une des rédactrices du Canadian Journal for Global Science. Et elle vient avec nous après avoir travaillé comme chef du département de des sciences mondiales à l'Université de Calgary. Et l'animateur de cette séance sera Beth Roniak. Et elle est la coordonnatrice du réseau Femmes, Paix et Sécurité du Canada à Ottawa. Elle a des diplômes en économie et en sciences politiques de l'Université de Toronto. Elle a travaillé avec les Nations unies dans plusieurs ONG pour faire avancer les droits des femmes et les droits de genre. Et son expertise se concentre sur la résolution de conflits, le maintien de la paix et la violence sexuelle lors de conflits. Je vais passer maintenant la parole à Beth pour avoir une conversation avec l'ambassadrice Jacqueline O'Neill. Merci. Formidable. Merci beaucoup, Steve. Ambassadrice, nous sommes tellement contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous comprenons que vous avez eu un début très précoce, étant donné vos différentes conversations un peu partout dans le monde. J'aimerais d'abord noter que cette conversation aujourd'hui se joint du territoire traditionnel et non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. J'offre cela comme reconnaissance de la dette que nous devons aux générations qui sont venues avant nous et comme symbole de l'importance de la réconciliation entre les peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des centaines d'années et la communauté des colons qui se sont établis plus récemment. Et d'avoir cette conversation avec notre ambassadrice de Femmes, la paix et de la sécurité. La plupart de cette session se déroulera en anglais, mais nous avons une interprétation simultanée et les questions sont bienvenues dans l'une ou l'autre des langues officielles. Jackie, Jackie, merci beaucoup de vous être rejoint à nous aujourd'hui ce matin. Merci, merci à vous. Merci au RCSP, le CSITS, NIPSIA et tous les autres de nous avoir invités ici. Et je sais que nous voulions avoir une vidéo également de la doyenne O'Neill. Peut-être qu'on pourrait passer à cette vidéo avant de sauter dans notre conversation. Merci, professeur Seidman. Vous êtes bienvenue à tous. Au nom de l'Université Carleton, de la Faculté d'affaires publiques, de l'École d'affaires internationales Norman Patterson et du Centre pour la sécurité, le renseignement et la défense. Je veux vous remercier. Je veux accueillir la première ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, Jacqueline O'Neill, qui est la conférencière d'ouverture pour cette conférence sur The Year Ahead cette année. L'ambassadrice O'Neill a un baccalauréat en commerce à l'Université de l'Alberta et une maîtrise en politique publique de l'Université Harvard. No problem. Sure. I should make clear, Dean O'Neill is... Je dois être très clair sur le point que la doyenne O'Neill n'est pas parente avec moi. Il n'y a aucun népotisme ou quoi que ce soit, ou de favoritisme, même si le nom de famille est le même. C'est sûr qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y aurait aucune relation, mais enfin, j'aime mieux préciser. Merci, merci beaucoup, Jackie. Vous êtes l'ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité. Et ces trois mots se disent très bien ensemble, comme si c'était un seul mot, femme, paix et sécurité. Et on a
La plupart des gens savent qu'il y a des éléments très, très communs dans cet agenda. On parle de plus en plus de femmes qui font du maintien de la paix, où on veut toujours aborder le harcèlement sexuel à l'intérieur des établissements de sécurité, des institutions de sécurité. Mais nous savons que le programme, c'est plus élevé que de compter le nombre de femmes dans les établissements, etc. On aimerait commencer par un exercice rapide sur les femmes, la paix et la sécurité. Au lieu de demander à Jackie de nous donner une longue explication sur ce qu'est l'agenda Femmes, paix et sécurité, je vais lancer quelques termes, quelques enjeux, et j'aimerais que Jackie nous dise en quelques phrases seulement pourquoi cette lentille, pourquoi on veut avoir cette lunette Femmes, paix et sécurité, pourquoi c'est pertinent. À vous, votre jeu maintenant, Jackie. Vous avez la main. Le premier terme est donc cybersécurité. Je vais vous lancer cybersécurité. Oui, c'est un grand aspect de la cybersécurité. C'est la protection de la vie privée et la protection des données. Une fois qu'on a... une chose qu'on a identifiée, c'est la transformation en armes de données médicales. Une des choses qui peuvent être ciblées sont les dossiers reliés aux services de santé reproductive, par exemple. Et dans beaucoup de pays, beaucoup de ces services sont illégaux et dans beaucoup de pays, c'est très stigmatisé. Alors, les gens qui ont accès peuvent être vulnérables à des chantages et à des conséquences. Et bien sûr, certaines minorités sexuelles qui reçoivent des traitements d'enfants peuvent faire face à une poursuite ou à la mort. Donc, la cybersécurité, c'est sous l'angle femmes, paix et sécurité. Exactement, tout à fait, parfait. Donnez-nous le boniment instantané. Un aspect, pourquoi c'est pertinent à votre mandat? Armes chimiques, voici une question difficile. Armes chimiques, qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on regarde cette question de l'angle, de la perspective femmes, paix et sécurité? Comme toujours, on en apprend beaucoup. Les armes chimiques, il y a de la recherche sur différentes variations dans les niveaux de susceptibilité entre les hommes et les femmes à différents agents toxiques. Des fois, certains agents sont plus ou moins létaux selon votre sexe biologique et certains agents toxiques peuvent causer des problèmes reproductifs comme les fausses couches ou l'infertilité qui ne sont pas souvent suivis ou identifiés. C'est un côté. Un autre côté, c'est que dans beaucoup de parties du monde, de point de vue culturel, les femmes sont surtout responsables du nettoyage des sites infectés et de la manipulation des personnes malades ainsi que des cadavres. Et c'est donc essentiel que lorsque les gens planifient des instructions de gestion ou des protocoles sur la façon de faire face à des personnes qui ont été exposées à des armes chimiques, il doit y avoir, on doit toucher les femmes et pas seulement les populations masculines. J'entends des échos un peu de ce qu'on a entendu sur la crise de l'Ebola et certaines des dimensions de genre lorsqu'on fait face à la pandémie de l'Ebola. Excellent, merci. Un autre sujet qui est dans les nouvelles récemment, c'est le retour des combattants à l'étranger. Oui, Stephen a eu un excellent épisode dans sa balado-diffusion là-dessus. Un combattant sur 5 qui a quitté l'Amérique du Nord et l'Europe pour se joindre à l'ISIS était des femmes. Une personne sur 5, 20%. Alors, quand on parle du retour de ces combattantes, une personne qui revient sur 5, ce sont des femmes. Est-ce qu'ils sont surveillés de la même façon? Quels sont des stéréotypes qui pourraient être nuisibles quand le faible niveau de capacité des femmes commence à peu jouer un rôle dans les poursuites contre les femmes? Est-ce que les femmes jouent de ces stéréotypes pour avoir des sentences plus clémentes? Ce sont des choses que nous avons commencé à voir. Oh, je commence à avoir une idée ici que ce n'est pas quelque chose qu'on peut repousser vers une discussion séparée. Passons maintenant à d'autres questions de relations internationales comme la montée de la Chine, par exemple. Qu'est-ce que nous avons à voir de ce côté-là si on examine ça par la lunette paix, femmes et sécurité? La montée de la Chine a eu une grande influence sur les femmes, la paix et la sécurité dans le monde. Il y a de façon conceptuelle très large et ça c'est relié à ce dont le panel a parlé ce matin. Le modèle, la façon dont la Chine a étendu son influence globale implique une utilisation de son exploitation économique pour obtenir le soutien de certains gouvernements. Comme le Dr. Marcus a fait, on veut s'attaquer à la souveraineté de l'État.
on met l'accent sur la souveraineté de l'État. Et on s'adresse beaucoup à des gouvernements récipiendaires, surtout pour rejeter les conditions comme le progrès vers un développement démocratique ou la réduction de la corruption ou une évaluation des impacts environnementaux. Alors, lorsque ce genre de conditions sont incluses, il y a des outils, souvent pour les femmes et pour la société civile dans de nombreux pays de ce genre, pour avoir leur propre gouvernement, pour provoquer des changements et rendre imputables à leur propre gouvernement. Ce sont des points d'entrée qui ont été utilisés traditionnellement par des défenseurs des droits à l'interne, sont maintenant érodés en partie à cause de la montée de la Chine. Alors, donc, beaucoup d'implications dans différentes parties du monde également. Voici un autre thème pour nos collègues dans les Forces armées canadiennes. Approvisionnement de défense et acquisition achat par la défense. Oh oui, c'est un de mes sujets favoris. Un exemple de base, dans les jets combattants, l'éjection ne fonctionne pas si vous pesez moins de 150 livres. Alors, on a ouvert ça aux femmes, on les encourage à entrer dans des domaines non traditionnels, mais le système d'éjection de ces avions de combat peut éliminer une petite portion des hommes, mais une proportion beaucoup plus grande de femmes qui, donc, par l'achat, on peut poser la question, est-ce que ça peut être évité? C'est la même chose dans toutes sortes d'autres types d'équipements. Oui, j'ai entendu de la part de femmes dans les forces canadiennes que même les sacs à dos de base qui ne correspondent pas ne sont pas appropriés pour une femme. On m'a dit que la Mountain Equipment comprend mieux les besoins que les dirigeants au ministère de la Défense. Un tout dernier point. La COVID-19. Prenons le mot 2020 et quelle est votre opinion là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Évidemment, c'est un gros point. J'ai été impressionné d'entendre beaucoup parler de la dimension du genre au Canada. Il y a beaucoup de points que l'on connaît, y compris l'augmentation de la violence familiale partout, conjugale aussi, au Canada en particulier. Pour donner un exemple différent là-dessus, 9 enfants sur 10 dans le monde actuellement sont à l'école et on voit déjà une augmentation du recrutement de garçons et de filles vers des groupes violents extrémistes qui est reliés à la paix. On note aussi que les filles sont beaucoup moins susceptibles que les garçons de retourner à l'école. Donc, il va y avoir des impacts générationnels causés par cela sur l'économie et sur le pipeline de ces femmes et de ces filles qui vont entrer dans toutes sortes de professions. Et on sait qu'il y a une commission des Nations unies qui nous ont dit qu'il y a environ 30 millions de cas de mariage forcé en enfance à cause de la COVID parce que les familles sont dans des situations économiques tellement désespérées qu'elles pensent à marier un enfant afin d'avoir la dot qui va les aider à survivre. Il y a plusieurs effets secondaires et tertiaires causés par la pandémie qui sont reliés au genre, à la sécurité et le traitement différentiel des différents genres. Et comme vous le dites, on va voir cela encore pendant bien longtemps. Formidable. J'espère que ça donne aux gens un peu une saveur de toute la variété, de la diversité des enjeux dont nous parlons quand nous parlons de femmes, paix et sécurité. Et cela m'amène à ma prochaine question. Vous avez été nommé il y a environ 1 an et demi, ce qui illustre à quel point l'agenda femmes, paix et sécurité est large et profond. Pouvez-vous me parler ce sur quoi vous avez travaillé au cours des 18 derniers mois? Il semble que tout ce qui tombe sous le ciel peut tomber dans votre mandat. Sur quoi vous êtes-vous attaché? À quoi vous êtes-vous concentré depuis que vous avez été nommé? Bien sûr. Pour celui-ci, nous sommes en Canada. Nous sommes au Canada. Alors, quand j'ai reçu cette position, la société civile m'a dit c'est extrêmement important que tu ne passes pas tout ton temps à bord et hors du pays en parlant toujours de comment magnifique est le Canada. Vous devez travailler au Canada aussi même. Alors, premièrement, j'ai passé du temps à renforcer les capacités du gouvernement canadien afin qu'il puisse tenir et respecter ses engagements au terme auprès du gouvernement. Alors, nous avons un plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est comme notre étoile du Nord, c'est un North Star. Et beaucoup de ce que je fais est autour de cela. Alors, cela inclut supporter la coordination des 9 partenaires. Nous avons 8 ministères et la GRC qui sont les partenaires.
et soutenir les personnes qui travaillent sur la femme, paix et sécurité pour ce qu'ils ont des rencontres régulières pour la première fois. Nous rencontrons régulièrement pour la première fois cette année. Et aussi, nous avons la coordination des choses qui sont clés. Par exemple, il y a plusieurs parties du gouvernement qui œuvrent au sujet de la prévention de la violence, l'extrémisme violent. Et cela est distribué dans des ministères différents. Alors, nous travaillons beaucoup mieux ensemble, je crois. Nous essayons aussi d'assurer que les gens ont des bons outils et des encadrements, etc., qui ont besoin à faire puisqu'ils peuvent faire ce qu'on leur demande. Alors, il ne faut pas faire des suppositions juste parce que vous croyez en l'égalité de genre et une majorité y croit. Il faut savoir comment faire une analyse comparative entre les sexes ou l'impact, par exemple, d'un coup d'État ou comment structurer un dialogue national inclusif. Ce n'est pas évident comment faire ces choses. Et aussi assurer que nous faisons des examinations intersectorielles. Assurer que nous ne voyons pas toutes les femmes comme étant un groupe homogène, mais d'examiner des rôles et d'autres facteurs qui peuvent jouer de manière importante. C'est de maintenir des fortes relations avec des communautés extérieures, dont la société civile, l'académie, etc. Et renforcer la pertinence du programme de paix et sécurité dans tous les domaines, comme ce qu'on vient juste de faire. So that's one part, the focus on. Alors, c'était une partie, je me suis concentré sur l'interne. La deuxième partie portait sur garder le momentum du 20e anniversaire de ce qu'on appelle l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Donc, il y a 20 ans, lorsque le Canada était au Conseil de la sécurité pour la dernière fois, on faisait la promotion de la sécurité humaine, comme on a parlé à la dernière séance. On a appuyé la Namibie, le Bangladesh et la Jamaïque pour adopter des résolutions de base sur les femmes, la paix et la sécurité. Et depuis lors, il y a eu 9 résolutions supplémentaires et beaucoup d'actions. Le consensus est généralement qu'il y a eu des progrès, mais pas suffisamment. Et tout ce qui a été fait est fragile ou non garanti. Et nous espérons passer une grande partie de cette année à combler certaines de ces lacunes, par exemple par l'initiative ELSI sur les femmes et dans les opérations de paix pour augmenter le chiffre qui est maintenant à 6 de gardiens de la paix qui sont des femmes, un chiffre beaucoup plus raisonnable, supérieur à 6 par exemple. Le Canada est responsable présidence de la Commission sur le maintien de la paix aux Nations unies. On veut appuyer le chef de la défense, le chef d'état-major dans sa défense du réseau des femmes. Elle a fait un excellent travail là-dessus, cette chef d'état-major. Mais on a fait tout cela, mais malheureusement, au niveau international, on a passé beaucoup de temps à défendre ce travail contre des attaques qui lui ont été lancées. On pourra en parler plus lorsqu'on va se concentrer sur l'an prochain. Mais au niveau international, il y a beaucoup de positions défensives qui se sont levées, alors qu'à l'intérieur, on a fait beaucoup de progrès, y compris d'avoir la ministre Champagne, le ministre des Affaires étrangères, qui a annoncé plusieurs nouveaux engagements en octobre, comme du nouveau financement pour des organisations de la base, des organisations de femmes et une nouvelle reconnaissance pour la recherche sur la femme, la paix et la sécurité. Mais, pas pendant la pandémie, mais après. Juste pour parler maintenant un peu de la pandémie. Je voulais vous poser des questions sur l'an prochain, mais avant cela, y a-t-il eu des surprises cette année? Y a-t-il eu quelque chose autre que la pandémie qui vous ont surpris lorsque vous avez commencé à ce poste? Moi, j'ai grandi en Alberta. Je vis aux États-Unis depuis 15 ans, à travailler là-dessus. Et je vais vous dire très franchement, ça a été une surprise pour moi de revenir et de voir à quel point on porte beaucoup d'attention aux analyses fondées sur le genre et beaucoup de sensibilisation sur la situation des femmes dans l'ensemble de la fonction publique. C'est une réponse prévisible, mais je suis toujours étonné des gens qui sont conscients de ces questions et qui essaient de faire les choses de façon proactive. Alors, on a une expérience très bonne. Alors, une belle surprise vous avez eue lorsque vous êtes revenu au Canada. Évidemment, se concentre sur l'année à venir. Je pense que nous sommes déjà en train de dire au revoir à l'année 2020. Qu'attends-tu de l'année prochaine? Sur quoi vas-tu te concentrer dans le travail?
OK, je vais répondre en français et en anglais. Peut-être premièrement en anglais. Vous savez, pour l'avenir, pour 2021, j'essaie de penser à l'an passé. Et je sais que tout le monde a son opinion. Si la pandémie nous a appris des leçons, c'est telle leçon. Et là, chacun a sa leçon tirée préférée. Il y a toutes sortes de variations. Mais je dirais que quelque chose qui m'a vraiment frappé très clairement en 2020, c'est que cette année, ça a beaucoup nuit à l'idée qu'on peut continuer de travailler dans des silos de façon relative. On a montré à quel point toutes les choses sont interreliées de façon très draconienne. Une crise sociale devient une crise économique, une crise consulaire devient une crise de sécurité, etc., etc. Et ce concept m'a été rendu très clair en 2020 par un certain nombre de choses. Premièrement, la pandémie. Et deuxièmement, le gros aspect qui a bien défini 2020 a été le mouvement Black Lives Matter et toute l'attention qui a été accrue vers le racisme systémique. Et on entend beaucoup de gens parler des leçons apprises. J'aime parler des leçons observées. Parce que on a observé ça ne veut pas dire que notre système reflète vraiment ce que nous savons maintenant et ce que nous avons appris. De quelle façon les institutions ont changé. Alors, ça m'amène à dire que l'an prochain, je pense qu'ayant une fenêtre d'opportunité quand même limitée, on veut saisir les occasions de changement réel pour créer et construire une bonne dynamique. Cette idée de passer de ce qu'on a appris en 2020 et comment nous allons changer nos systèmes en 2021 et au-delà, ça comprend un certain nombre de choses. Premièrement, une des choses évidentes, c'est de renforcer la valeur de faire en sorte que ça devienne une pratique normale que de faire le suivi des symptômes de ségrégation. On a parlé que la pandémie a eu des impacts disproportionnés sur les femmes. 70% des travailleurs de santé de première ligne, plusieurs des personnes qui travaillent dans le commerce au détail et le service hôtelier sont des femmes. Ça a eu beaucoup d'impact sur certains grands secteurs de l'économie, y compris tous les aspects lorsqu'on pense au fait que la majorité des femmes ont vu en sorte que leur capacité de travailler a été affectée par le fait que les écoles ont été fermées et que les enfants étaient à la maison. Ça, la ségrégation selon les genres et selon les sexes, mais aussi la ségrégation selon d'autres facteurs d'identité comme la race, l'ethnicité, l'invalidité, l'orientation sexuelle, l'âge, etc. On a vu pendant la pandémie, et avec le projecteur qui ont été menés par le mouvement Black Lives Matter, qui a eu un impact disproportionné de la COVID-19 sur différentes communautés, y compris sur les gens de couleur dans l'ensemble du Canada, qui sont plus susceptibles d'attraper la COVID-19. Bien sûr, on veut souligner l'idée que les issues de santé pour les Canadiens non blancs sont beaucoup plus faibles que ceux pour les Canadiens blancs. Alors, il faut accentuer cet accent sur les données déségrégées et qu'on continue de collecter ces données séparées pour que les gens soient un peu plus sensibilisés dans l'ensemble du Canada et soient habitués à lire cela dans leurs journaux. Vous venez juste de faire une promotion pour notre prochaine séance sur la diversité, votre causerie au coin du feu. Oui, formidable. Merci. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je voulais m'assurer qu'on ait le temps d'entendre parler des menaces internationales que vous avez mentionnées auparavant. Très rapidement, ce que je peux dire en français. C'est de valoriser l'investissement dans les organisations locales et souvent les organisations locales dirigées par des femmes. Et nous avons vu que les organisations multilatérales, des grandes organisations, n'ont pas livré les résultats, particulièrement dans les mois au commencement de la pandémie. Alors, nous avons, we have to continue to look. Donc, nous devons continuer à regarder les organisations mondiales et pas certainement projeter le travail qu'on fait, surtout si on veut avoir de grands groupes de personnes qui seront d'accord pour accepter un vaccin, par exemple, prendre ce vaccin. On a besoin du rôle et du leadership d'organisations locales et particulièrement des organisations dirigées par les femmes qui ont beaucoup aidé pendant la première partie de la pandémie pour convaincre les gens de se laver les mains, de porter des masques et de rester à la maison. Excusez-moi, je ne voulais pas oublier nos organisations locales. Très important, ces organisations locales. Merci beaucoup. Alors, maintenant, au niveau international, maintenant, les menaces à notre agenda, là, les choses que l'on voit
et au niveau de la langue et du langage, la possibilité de changer la formulation aux Nations Unies. Et maintenant aussi, quand on parle d'organisations locales, on parle des menaces de ceux qui défendent les droits des femmes, ceux qui défendent les droits des LGBTQ. On voit des menaces. Qu'on voit des négociations de paix sans femmes impliquées dans ces négociations. Comment voyez-vous ça se déployer en 2021? Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un grand thème. Un des grands thèmes pour 2021 doit être ce qu'un grand diplomate sud-africain est de résister à la résistance. Juste pour vous donner un instant, on a vu une croissance du populisme xénophobe qui vient avec des visions régressives des droits des femmes. Et ce populisme xénophobe conteste aussi beaucoup de cadres internationaux. On a vu cela dans un grand nombre d'États maintenant qui remettent en question les normes établies et les formulations qui mettent les femmes sur la plateforme depuis des décennies. On a vu aussi des réponses d'hommes forts à la pandémie, des gens qui veulent réprimer toute forme d'assemblée, toute forme de droit de parole et de droit de minorité au nom de la sécurité sanitaire du pays. On a vu des taxes sur les droits reproductifs, y compris une résurrection du Global Gang Role. On a vu ce qu'on appelle l'idéologie de genre, une résistance à ce qu'on appelle l'idéologie de genre, ce qui réfère à des essais déclarés de protéger et de valoriser des structures familiales traditionnelles, d'habitude à l'exclusion des vies des personnes LGBTQ+. Et vouloir cadrer ça, plus de personnes est une menace directe aux valeurs nationales et aux droits acceptés. On a vu cela depuis longtemps, particulièrement en Europe centrale. On a vu ça depuis longtemps et ça a été mentionné ce matin avec un groupe de personnes dans la République tchèque qui parlent d'être obligés à résister à cela de façon presque quotidienne. Et il y a de nouvelles implications pour la paix et la sécurité aussi. Et, par exemple, lorsque le gouvernement colombien et les FARC ont fait un traité de paix en 2016, ils sont passés à un référendum parmi les Colombiens et plusieurs dans l'Église catholique ainsi que les leaders politiques ont fait campagne contre cette entente de paix en disant que les dispositions sur les LGBTQ+ étaient une trahison des valeurs traditionnelles et une expression d'une idéologie de genre. Et c'était des dispositions que plusieurs femmes avaient introduites. Et le référendum a été battu et défait à la suite de cela. Alors, tout ça est relié à des issues de paix et de sécurité. Donc, un grand accent va être mis là-dessus. Et certaines choses clés que je vais faire avec d'autres personnes, une d'entre autres, c'est d'appuyer les droits des femmes et les mouvements féministes à l'intérieur des pays pour rejeter ça. Les hommes et des femmes féministes, on veut les appuyer dans leur pays. Une chose, il ne faut pas que les gens soient persuadés par des mauvaises informations. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies, je vous épargne les détails sanglants, mais le mois dernier, la Russie a essayé d'introduire une résolution sur les femmes, la paix et la sécurité qui personne ne voulait. Et de façon prévisible, il y a eu une régression dans le langue. Ils n'ont pas voulu compromettre et faire des compromis dans la négociation. Le Conseil de sécurité est divisé et la Russie a essayé de dépeindre ça comme le fait que les pays occidentaux ne respectent pas notre définition du féminisme par nos femmes russes. Et cela est complètement non fondé. Il y a beaucoup de femmes africaines, africaines et nord-américaines qui résistaient à cela très fort. Ce n'est pas divisé en blocs régionaux malgré le narratif de la Russie. Et la résolution originale de la femme de la paix et de la sécurité venait du monde et non pas du Nord, venait des femmes du Sud. Alors, on veut repousser l'idée que c'est une initiative du Nord contre le Sud. Et il s'agit de trouver des alliés. Et dans mon bureau, nous avons un rôle. On n'utilise jamais le terme des pays de visée similaire parce que ça stéréotype les choses. Et sur cette question, il y a des gens dans toutes sortes de pays et de gouvernements au monde qui veulent aller au bâton et faire un rôle. Comme l'a dit l'ambassadrice à la Chine, il y a beaucoup de sécurité dans les nombres là-dedans. Il faut s'assurer qu'on peut continuer de construire des alliances et s'assurer que les gens se sentent bien d'être du bon côté de la clôture. Deux autres points, rapidement. Alors, un, c'est vraiment continuer à être humble sur nos défaillances, nos problèmes ici au Canada. Nous devons nous assurer que quand on parle à l'international, qu'on continue aussi à reconnaître ce qu'on n'a pas bien réalisé à la maison.
particulièrement les communautés des Premières Nations, reconnaître le racisme systémique qui existe dans plusieurs de nos institutions et nous assurer que l'on arrive à cette position mondiale de manière humble, mais être là et être très clair avec les aspirations et les valeurs qu'on a. Et la dernière façon de vraiment collectivement résister à la résistance, c'est intégrer la pensée là-dessus tellement profondément qu'on ne peut pas facilement abandonner cette pensée. Une façon clé au Canada qu'on peut continuer à faire ça, c'est d'introduire ce type de pensée et ce genre d'analyse dans toute notre formation et éducation. Nous assurer que les étudiants dans les universités sont introduits à ces concepts et que la manière qu'on forme nos diplomates, nos militaires, d'introduire ces idées, comment faire une analyse Gender-Based Plus, qu'est-ce que c'est la santé et sécurité des femmes, analyser le conflit de différentes façons de faire ça de plus en plus hâtivement dans la formation pour que quelqu'un réussisse à venir et dire ça c'est pas important et on ne fera pas avancer ça et ça va disparaître. Il faut que nos tentacules soient dans tous les aspects de ce sujet. Mais ça sera une longue année, je pense. Alors, merci pour ça. J'ai une autre question pour Jackie et on espère prendre quelques rondes de questions de l'auditoire. Alors, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Et Stéphanie va choisir des questions, mais on veut poser quelques questions à l'ambassadeur avant de prendre une pause dans 15 minutes. Alors, ma dernière question formelle, Jackie, c'est que vous avez émis un défi avec votre dernier commentaire aux académiciens, aux universitaires, ceux qui sont à bâtir la capacité et la formation. L'importance d'amener cette analyse, l'importance d'amener ces concepts, ces idées, l'éventail de questions de défense et sécurité, comme vous avez dit au début, certains des endroits où c'est pertinent. Est-ce que vous avez d'autres défis et des suggestions pour les gens sur l'appel et avancer notre agenda, être alliés ou appuyer notre travail? Alors, si vous retenez quelque chose de cette conversation, j'espère que ce sera le concept de femmes à paix et sécurité. C'est pas juste mettre des femmes dans différents rôles. C'est important, absolument. Parce que la représentation est importante et la diversité d'expérience des gens est importante, mais si vous êtes une position de collecter des données, vous faites de la recherche ou vous faites la collection de données, est-ce que c'est assez désagrégé? Est-ce que je peux aller encore plus loin en collectant et désagrégeant mes données et d'évaluer de différentes façons, de voir si on trouve des différences? Alors, si vous êtes chercheur, revoyez vos questions de recherche et pensez à des dimensions additionnelles qu'on peut examiner. Est-ce qu'il y a des sous-questions que je peux examiner? Et si ce n'est pas évident, une discussion avec des collègues, pas juste des femmes, mais d'autres qui pourraient vous aider à réfléchir à ça. Si vous enseignez, faites un audit de votre liste de lecture, votre curriculum. S'il y a de l'analyse reliée à la perspective de genre, Gender-Based Plus, Women, Peace and Security, mais juste combien d'auteurs mâles et femmes, combien d'auteurs c'est des hommes de couleur, combien d'auteurs femmes de couleur, et laissez les gens autour de vous savoir si vous avez besoin d'aide à trouver des choses substantielles, pertinentes à inclure dans le curriculum. Mais même les enseignants devraient faire une analyse de base Gender-Based Analysis Plus. Il y a des ressources sur le site web Women and Equality, mais vous pouvez faire ça ensemble et démystifier, prendre cette question et l'examiner ensemble avec les étudiants. Amène une différente façon de penser. Alors, deux choses, c'est vraiment de chercher des voies diverses dans les médias sociaux ou
comment vous présentez des informations dans les médias sociaux. Alors, je me suis mis au défi les dernières années de suivre des voix noires et des Premières Nations et commencer à les suivre et m'assurer que j'ai une perspective plus large que ce que j'avais avant. Et Becky peut peut-être répondre à ça, mais le gouvernement produit en coordination avec la société civile un white paper sur nos politiques étrangères féministes. Et ce que ça veut dire. Et lire et sans vous engager dedans, engagez-vous, étudiez ça, partagez ça avec vos étudiants, voyez les réactions, discutez, mais je veux pas que les gens rejettent qu'est-ce que le gouvernement fait juste par vertu. Quels sont les aspects et comment ça peut affecter votre spécialisation, votre champ d'activité et revenez vers nous avec vos expériences et votre feedback. On peut continuer à raffiner nos efforts aussi. Merci, Jackie. Très concret, très pratique, très spécifique. Et j'espère que les gens prennent des notes et qu'on commence à voir ces enjeux qui transparaissent dans le curriculum et voir de nouveaux finissants avec les capacités, poser les questions que vous posez. Il y avait une question, je pense que je vais essayer de prendre quelques questions à la fois. Je vous ai posé une question sur les surprises que vous avez eues depuis qu'on vous a nommé ambassadrice. Il y a une question sur quel est votre plus gros obstacle que vous avez et comment avez-vous surpassé cet obstacle. Et ensuite, s'il y a d'autres questions, une autre question, c'est on demande des exemples concrets, comme vous avez mentionné l'équipement qui n'est pas fait pour les femmes. La personne dans le chat parle de comment on commence à dégager les trottoirs, avoir les rues après avoir fait une analyse de genre, qui utilise les trottoirs, qui utilise la rue. Peut-être vous donner quelques exemples de quand cette analyse a été faite. Qu'est-ce qui change? Parce qu'on sait qu'on ne fait pas de l'analyse et que ça soit tabletté, mais quel changement en résulte et quelles sont les implications qu'on apprend? OK, je vais commencer avec la deuxième et j'aime cet exemple. On parle de gens à travers le monde. Quel est un enjeu qui a certainement une connexion avec le genre? Le déneigement, une dimension de genre. Beaucoup plus de femmes prennent le transport en public ou marchent pour aller travailler que les hommes. Alors, si vous dégager les rues et pas les trottoirs, dans certains cas, ça peut avoir un effet disproportionné sur les hommes et les femmes. Alors, un bon exemple. Un autre que je partagerais serait la GRC. Ils regardaient leur processus de promotion à l'interne. Ils ont identifié qu'ils avaient des défis à ce que les femmes demandent une promotion dans la GRC. Et une des choses qui a été identifiée, c'est technique, mais c'est pas structurel. C'est pour montrer que c'est pas toujours structurel, même s'il y a des changements structurels qu'il faut faire, mais ils ont fait une analyse basée sur le genre, une analyse sur le genre plus, sur le processus de promotion, et ils ont trouvé que un gros obstacle, c'est le fait que les gens devaient appliquer pour cette promotion en septembre. Alors, si vous êtes un parent avec de jeunes enfants, le mois de septembre, c'est le pire mois parce que les jeunes doivent se préparer à retourner à l'école, recommencent l'école. Alors, ils ont changé le processus et les demandes par les femmes ont augmenté par 18% quand ils ont fait les changements. Alors, très technique, très spécifique comme résultat qui parle pas nécessairement des questions systémiques, mais un petit changement qui a mené à de gros résultats. L'autre point sur les barrières et obstacles, c'est un peu moins au Canada, mais à l'international, on est définitivement de l'opinion que la plupart des gens sont conditionnés autour des mots qu'ils devraient utiliser sur ce sujet. Qu'est-ce qui est politiquement acceptable et désiré pour appuyer l'agenda de sécurité pour les femmes?
et la paix et la sécurité pour les femmes. Alors, d'adapter nos manières de mesurer la sincérité de l'engagement de quelqu'un. Par exemple, être beaucoup plus attentif aux plans qui sont faits, mais non pas de ressources assignées, pas de budget, pas de personnel. Les gens qui amènent une analyse par le genre plus ou les genres de consultation qui mènent qui font partie du processus, les gens qui vont envoyer quelque chose dans un comité où ça va mourir à petit feu. Alors, on va le mettre dans ce comité où il n'y arrivera rien, mais c'est une priorité. Alors, il faut regarder toutes ces choses. Et les gens ont dit, on a une conférence sur cette question l'année dernière, on est très engagés, mais il n'y a jamais eu de conversation interne avec la nouvelle organisation. Alors, un défi a été d'adapter notre militance, nos arguments, mais aussi comment on essaie d'évaluer l'engagement des gens pour calibrer le genre d'appui ou de militance qu'on veut amener. Intéressant, j'ai vu différentes analyses sur la résistance et comment ça peut prendre différentes formes. Et une des formes de résistance les plus difficiles, c'est, ils disent une chose devant ton visage et ils font autre chose derrière ton dos. Alors, on a quelques minutes. On a le temps pour quelques autres questions. Et je suis pas sûr je ne sais pas si on veut montrer la vidéo. Je vais attendre pour ça. Mais une autre question, Jackie, c'est quand vous parlez de la COVID-19 et de la pandémie et que les femmes sont sur les premières lignes. Et est-ce qu'il y a des leçons apprises par les gouvernements pour le vaccin? Parce qu'on a un vaccin pour ça. Comment est-ce qu'on va de l'analyse à l'action? Et est-ce qu'il y a des leçons apprises pour renforcer cela? Vous avez mentionné cette idée que les leçons observées, c'est différent des leçons apprises. Oui, et je pense qu'on essaie d'apprendre encore beaucoup de leçons, Beth, de l'Ebola et de d'autres crises. L'Ebola, 75% des gens qui sont morts de l'Ebola, c'était des femmes. Et plusieurs, c'est parce qu'ils étaient responsables de soigner les gens malades et s'occuper des corps de personnes décédées. Alors, certaines leçons, ce qu'on a vu très clairement, surtout au début de la pandémie, Becky a vu ça beaucoup, c'est que plusieurs organisations qui pivotent pour donner des services de première ligne ou fournir des messages de réponse à la pandémie, en particulier autour de quand l'Internet était souvent fermé dans certains États, c'était les seules personnes qui essayaient de calmer les gens et de nous assurer que la mauvaise information n'était pas propagée. Les voix locales, les rôles essentiels pour prévenir la mauvaise information. Et si on peut avoir une distribution mondiale du vaccin sans une autorité morale et de vrais leaders dans les communautés qui sont très souvent pas dans les positions formelles d'autorité, mais qu'on trouve dans les organisations de femmes, ne pas pouvoir partager de l'information ou appuyer différents types de distribution de vaccins ou donner des informations sur comment équitablement distribuer ce vaccin, on aura toutes sortes de problèmes. Alors vraiment, la leçon apprise, c'est d'écouter les voix locales et mettre ça dans nos plans et pas juste faire en sorte qu'ils soient des récipients de la stratégie de distribution de vaccins, mais bien qu'ils participent. Beth? Pardon, j'étais sous silence. Quand on vous a nommé au milieu de l'année dernière, il y avait beaucoup d'applaudissements des associations de société civile canadienne qui étaient heureux de voir quelqu'un de votre calibre, de votre engagement, quelqu'un qui a votre expérience, qui prend ce poste. Et je dois dire que dans cette conversation aujourd'hui, dans vos actions, dans la dernière année et demie, vous avez livré la marchandise. On est très fiers de vous savoir comme représentante du Canada et on a hâte à tout ce qui sera accompli. Alors, merci pour aujourd'hui et merci pour tout le travail que vous faites. De retour à toi, Steve. Beth et ambassadeur Neil, je voudrais vous remercier. C'était une superbe conversation, très utile et on va
vous demander de modérer les événements CICID et CDSN. Nous avons eu une très belle conversation qui a permis à Jackie de nous parler parler avec nous au lieu de parler à nous. Et je pense que c'est ça qu'elle voulait aujourd'hui, parce qu'elle a plein d'occasions de nous parler, de parler vers nous au lieu de parler à nous. Alors, c'était parfait. Ambassadeur Neil, j'apprécie vraiment le temps que vous avez pris aujourd'hui. Je sais que tu es très occupé sur ces enjeux à l'international et je pense que on a une idée de ce que c'est tout ça, mais vous avez aidé les gens à avoir une meilleure compréhension et vous nous avez aidé par vos questions. Et c'est drôle de parler du déneigement, mais j'ai utilisé ça de façon de comprendre le militaire versus les agences du gouvernement, parce que c'est difficile à mesurer de plusieurs façons, mais l'ennemi essaye de nous battre dans le mental. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une pause. On va revenir avec le Fireside Chat qui composera encore, qui aura Beth qui sera l'animatrice. Ce sera une conversation très intéressante qui va bien suivre la conversation qu'on vient de finir. On va vous voir dans 15 minutes. Si on était en personne, il y aurait du café et des biscuits. On ne peut pas faire ça, alors on va le faire virtuellement. On se voit dans 15 minutes. Merci.